Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. François Hollande sur tous les fronts, celui des intempéries 3 fois meurtrières dans le sud-ouest, où il assure que l'État est là pour répondre aux urgences. Nous appellerons la sénatrice Josette Durieux dans les Hautes-Pyrénées. Le chef de l'État avait auparavant ouvert ce matin à Paris la conférence sociale, l'emploi, priorité absolue, les retraites, objet d'un bras de fer avec les syndicats hostiles à l'allongement de la durée de cotisation. Le dossier du 19h ce soir, l'espérance de vie en bonne santé. C'est une réalité qui est peu évoquée et qui réserve quelques mauvaises surprises. Plusieurs spécialistes seront là pour nous en parler tout à l'heure et pour nous alerter. Déplacement organisé à la hâte, donc aujourd'hui, du chef de l'État en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Toute la région vit un calvaire depuis 36 heures maintenant. Et l'État est appelé bien sûr à l'aide pour faire face à la catastrophe. François Hollande a pu juger par lui-même de la situation, par exemple à Lourdes, où les sanctuaires ont été dévastés par la crue. Camilla Campusano. Des tonnes de débris, de boue à enlever. Une couche qui va jusqu'à 1,50 m par endroit. Ici, l'eau a envahi la basilique souterraine Pie X et l'église Sainte-Bernadette est dévastée. Les meubles, les cloisons ne tiennent plus. Un spectacle stupéfiant pour les pèlerins. C'est quand même affreux. Mais c'est la nature, hein. Faut rien faire, hein. Ça fait très mal au cœur, quoi. Voilà. Ce gâchis, c'est vraiment triste. Le gave de Pau regagne progressivement son lit. Mais plus le nettoyage de Lourdes avance, plus les dégâts constatés sont importants. Les sanctuaires risquent de rester fermés tout l'été, des sanctuaires qui accueillent plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Une immense perte pour la deuxième ville hôtelière de France. En termes de coûts des travaux, ça sera certainement plusieurs millions d'euros. En termes de pertes et de manque à gagner, cela va dépendre de la durée de fermeture du site, puisqu'aujourd'hui il est partiellement fermé, mais on peut arriver très facilement à 1 million d'euros de pertes. Alors que le niveau de l'eau menace encore la ville, Manuel Valls a déjà annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu avant la fin de la semaine prochaine. Une aide exceptionnelle devrait être débloquée dans les prochains jours. Et donc avec nous Josette Durieux, sénatrice socialiste des Hautes-Pyrénées et présidente de la communauté de communes de Saint-Laurent-de-Nez. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être en ligne avec nous. Est-ce donc la désolation autour de vous? La désolation et la dévastation, je pense que le mot qui vient d'être employé est le bon. Bon, une fois que le choc est passé, que les eaux baissent un petit peu, on voit l'immensité des dégâts et quelque part la visite du président de la République aujourd'hui, qui est à Lourdes dans les sanctuaires à l'instant, qui était à Luce-Saint-Sauveur il y a 1 heure, prouve que l'ampleur des dommages et des dégâts est quand même quelque chose qui est absolument inchiffrable à l'instant. Comment s'organise la solidarité? Vous êtes évidemment très sollicité, vous, comme élu par les habitants. Mais bien sûr, d'abord il y a, si vous voulez, le concours de tous les services de l'État et du Conseil général. Ça a été énorme. Il y avait plus de 600 personnes, les pompiers, la gendarmerie, les militaires des Hautes-Pyrénées, mais également ceux qui sont venus d'ailleurs, et puis tous les bénévoles. Elle s'organise incontestablement. Il y avait plus de 5000 foyers privés d'électricité. Vous avez des communes entières au pied du Tourmalet, on le connaît. Il va y avoir le Tour de France bientôt, j'espère qu'il pourra passer. Le village pour l'instant, les étapes sont maintenues. Les étapes des Pyrénées sont maintenues pour le Tour de France, je vous le dis, Josette Durieux. Et ils espèrent bien pouvoir venir vous voir comme prévu. Écoutez, nous vous attendons. Et le président de la République s'est engagé là, à l'instant, dans l'urgence, à aider au niveau de Lourdes. À la fois, si vous voulez, la remise en état des sanctuaires, c'est effectivement 4 à 6 millions de touristes culturels qui viennent à Lourdes. Et deuxième site hôtelier de France, les dommages sont immenses. Et effectivement, c'est l'une des activités économiques aussi du département qui est touchée, c'est-à-dire le tourisme. Mais vous avez des villages entiers qui ont été totalement atteints, évacués. Barège au pied du col du Tourmalet par exemple, et les gens de ce village disent mais on n'a plus rien, on n'a plus rien. Sur mon canton, vous parlez de Saint-Laurent-de-Nez, un pont que j'avais eu la chance d'inaugurer au cours de mon premier mandat, mais emporter littéralement un pont, c'est entre 1 et 2 millions d'euros pour le refaire.
et combien de temps. Dans les dommages sentiments, si vous voulez, maintenant, après que l'on aura nettoyé, je crois qu'il faut se remettre à rebâtir. On est déterminé, mais malgré tout, tout cela est exceptionnel. Comme ont été exceptionnelles les conditions climatiques cet hiver, tellement de neige, tellement de pluie, et tout d'un coup une chaleur si forte, l'effet cumulatif, voilà, ça a donné c'est ce qui a effectivement provoqué ces crues, la chute, la fonte des neiges aussi soudaine. Merci beaucoup. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Josette Durieux, et donc je le rappelle, l'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré avant la fin de la semaine. De son côté, on vient de voir avec la sénatrice qu'il est difficile pour l'instant d'évaluer les dégâts. Eh bien, c'est ce que dit également la Fédération des sociétés d'assurance qui estime qu'il est trop tôt pour dresser un bilan des dégâts au niveau national. De son côté, en revanche, la FNSEA estime à 500 millions d'euros la facture pour le seul secteur agricole. François Hollande appelle à combattre le doute et la défiance en maintenant sa priorité pour l'emploi. Mais le débat sur les retraites s'annonce houleux avec, on le sait, les oppositions syndicales à l'allongement de la durée de cotisation. La mesure la plus juste, dit le chef de l'État, qui a exposé sa méthode ce matin. Concertation, négociation et puis prise de décision dans quelques mois. Le dialogue social, il exige du temps. Concertation, négociation, transposition. Et ce n'est pas toujours compatible avec l'impatience de nos concitoyens ou l'urgence des situations. Aller vite, c'est n'aller nulle part. Aller vite, c'est rester sur place. Donc, la méthode, ce n'est pas de perdre notre temps, c'est d'avoir nos rythmes, nos calendriers, nos chantiers. C'est le sens de la feuille de route de la conférence sociale. Voilà, mais cette deuxième conférence sociale du quinquennat se déroule dans un climat qui s'est tendu. Réaction syndicale avec Simon Barbarie. Sur les trois thèmes majeurs de la conférence sociale, la réforme des retraites, l'emploi et le pouvoir d'achat, François Hollande n'a ce matin pas convaincu les partenaires sociaux. Il ne nous a pas rassurés sur la préoccupation première des Français qui est le salaire, puisqu'il n'a même pas évoqué la question de la rémunération des salariés dans ce pays. Il n'a pas évoqué la question du montant des pensions pour les retraités, qui est une question également importante. Et c'est bien le dossier épineux des retraites qui cristallise les désaccords. Si le MEDEF entend aborder cette conférence dans un esprit constructif, la question de l'âge légal du départ à la retraite doit être mise sur la table. Il est évident que le pessimisme, le doute sur l'avenir que nous éprouvons tous est lié au fait que la question des retraites n'est toujours pas résolue, est lié au fait que la question de l'âge légal est toujours un tabou. François Hollande peut toutefois compter sur la bienveillance de la CFDT, sinon sur les retraites, au moins sur la méthode de cette concertation. Ce n'est pas une grand-messe, c'est un moment important de la démocratie sociale, mais il nous apporte à tous. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour en faire un rendez-vous utile. Et ça, c'est la réponse demain après-midi. Dans un climat social tendu, l'enjeu de cette conférence demeure capital pour le gouvernement. L'exécutif a jusqu'à demain soir pour aplanir les désaccords. La conférence sociale donne le coup d'envoi d'une concertation avec les partenaires sociaux dès cet été, avant un projet de loi en septembre. Et sur Public Sénat, un échange vif a opposé cet après-midi l'UMP Gérard Larcher au communiste Pierre Laurent dans la foulée des questions d'actualité animées par Perrine Tarnot au cœur de la passe d'armes, la compétitivité. Arrêter avec ce sempiternel discours sur la compétitivité qui vise toujours un seul et même objectif, tirer le coût du travail, c'est-à-dire les salaires vers le bas, ce qui dégrade la qualité de nos industries au lieu de la renforcer. Mais nier que nous sommes dans un monde ouvert, c'est nier la réalité. Mais je ne nie pas que nous sommes dans un monde ouvert, monsieur Larcher. J'allais dire perdre notre industrie automobile au nom de ce genre de discours. Bien sûr que nul n'est contre la qualité du travail, contre des salaires décents. Mais j'allais dire, oui, aujourd'hui, ce qui se passe dans les pays qui produisent et qui réussissent, c'est qu'au fond, ils n'ont pas opposé compétitivité, amélioration des conditions de travail et amélioration des salaires. Regardez les salaires en Allemagne, ils vont croître aujourd'hui, les nôtres stagnent. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente aujourd'hui pour se prononcer sur le dessaisissement des juges de l'affaire Bettencourt, dossier dans lequel, on le sait, Nicolas Sarkozy a été mis en examen. La requête des avocats des personnes mises en cause s'appuyait sur les liens personnels révélés entre le juge Gentil et une experte médicale ayant examiné la milliardaire. Le Sénat approuve à son tour aujourd'hui l'enseignement de l'anglais à l'université. La discussion a été assez longue en séance et même confuse. L'une des ambitions du gouvernement,
avec sa réforme en débat de l'enseignement supérieur est de favoriser le passage des lycéens issus des formations technologiques en fac, notamment dans les IUT où ils sont très minoritaires aujourd'hui. On parle même de l'instauration de quotas pour eux, en quête de flora sauvage. Plus de mixité dans les IUT, c'est l'objectif du gouvernement. En créant des quotas de places réservés aux bacheliers issus des filières technologiques, le projet de loi veut faciliter l'accès à tous aux IUT. À l'Institut universitaire et technologique de Paris-Descartes, le projet fait débat. Je pense que ceux qui viennent des filiales généraux, ils sont plutôt avantagés par rapport au bac pro-commerce et au bac technologique. Donc je pense qu'il y a une discrimination à ce niveau-là. Et il faut une réaction du gouvernement. Il ne faut pas de discrimination positive ou négative, d'ailleurs pas de discrimination du tout. Je pense qu'on doit tous être sur le même pied d'égalité. Après, ceux qui peuvent venir viennent et s'ils ne sont pas acceptés, bon ben tant pis, il y aura certainement d'autres choses pour eux. Aujourd'hui, les 2/3 des étudiants dans les 115 IUT que compte la France sont issus des bacs des filières générales. Ce qu'on constate, c'est que depuis très longtemps, puisque les IUT et les BTS existent depuis les années 60, c'est que leur vocation a un peu divergé et que là où les BTS ont effectivement une majorité de bacheliers technologiques aujourd'hui et un grand nombre de bacheliers professionnels déjà, les IUT se sont quand même bien spécialisés dans les bacheliers généraux, ce qui n'était pas leur mission. Mais depuis plusieurs semaines, les directeurs d'IUT contestent le projet du gouvernement. Pour eux, la solution des quotas n'est pas adaptée. Le quota, c'est la stigmatisation d'une population et puis ça va braquer les acteurs. On le voit déjà cette année, des IUT qui s'étaient engagés dans l'accueil des bacheliers technologiques devant cette possibilité que le recteur fixe arbitrairement un certain nombre de quotas. La volonté disparaît. Il nous faut une vraie responsabilisation des IUT. Le quota, c'est pas du tout responsabilisant. Certains directeurs d'IUT craignent que l'afflux de bacheliers issus des filières technologiques fasse baisser le niveau de leur établissement. L'alerte sur le furosémide a été levée par l'Agence du médicament qui invite donc les patients à reprendre leur traitement avec ce diurétique. Mais le mystère reste entier sur la supposée inversion des comprimés du laboratoire Teva et la question d'un excès de précaution, voire de panique est posée. Nathalie Guillouard avec Louis Sibyl. Au départ, une patiente alerte son pharmacien. Elle aurait trouvé un cachet différent dans sa boîte de furosémide. Le pharmacien alerte les autorités. Rapidement, 2 lots de furosémide sont suspectés d'avoir causé la mort de plusieurs personnes. Par précaution, la direction de Teva, le fabricant, décide le rappel de toutes les boîtes. Mais aujourd'hui, l'Agence de sécurité des médicaments lève l'alerte après une affaire largement médiatisée. Je voudrais remercier les médias, c'est pas tous les jours, car l'information a été transmise le vendredi soir à partir de 19h et dès le samedi matin, il n'y a plus un seul comprimé qui a circulé et tous les malades ont eu leur traitement qui a été changé. Pour les politiques, le principe de précaution, aujourd'hui inscrit dans la Constitution, a été pris trop vite. Depuis l'affaire du Mediator, il y a forcément tendance, sans doute, dès qu'il y a le moindre soupçon sur quelque chose, d'agir. Le rôle du législateur, c'est justement de prendre un peu de recul. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à chacun des incidents, on remet en cause les médicaments, quel que soit le médicament, quel que soit le laboratoire, quel que soit le médecin, quel que soit le pharmacien. Et je pense que ça peut inciter les Français à se méfier et à moins bien se soigner. L'Agence de sécurité des médicaments reste tout de même prudente. Elle invite les personnes qui ont encore des boîtes de furosémide 40 Teva à les échanger contre une autre spécialité. À ce jour, 3000 boîtes ont été analysées, sans qu'à aucun moment une anomalie n'ait été détectée. L'allongement de la durée de la vie a encore été évoqué aujourd'hui même pour justifier l'allongement de celle du travail. Vous savez, c'est la solution, nous l'avons vu, qui a les faveurs du chef de l'État pour résoudre le casse-tête du financement des retraites. Mais une autre notion est moins évoquée, l'espérance de vie en bonne santé. Eh bien, c'est de cela dont nous parlons ce soir avec nos invités. Serge Volkov, bonsoir. Spécialiste des relations entre l'âge, le travail et la santé. Avec nous également Thomas Barnet, également spécialiste de cette question et maître de conférences en sciences économiques. Avec nous également Pascal Breuil de l'INSEE. Bonsoir donc à tous les trois. D'abord, une question. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu de cette espérance de vie en bonne santé, Monsieur Volkov ? Oh, je ne sais pas, on aurait sûrement raison d'en parler en tout cas, parce qu'on entend souvent dire que la durée de vie s'allonge, mais c'est un faux allongement, parce que de plus en plus on passerait des années en mauvaise santé, en étant très malade parce que vieux, et tout de même les tendances générales ne sont pas celles-là, l'espérance de vie en bonne santé progresse aussi. Ah aussi, elle progresse aussi, vous nous rassurez tout de suite. Alors Thomas Barnet.
En fait, je pense qu'on s'y intéresse peu parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur les écarts entre les générations. Et donc on a beaucoup tenté de rétablir l'équilibre entre les générations et on s'est moins intéressé aux disparités à l'intérieur des générations. Qu'elles relèvent de la santé ou qu'elles relèvent d'autres spécificités. On s'est intéressé à la possibilité de faire converger les régimes publics et privés, mais finalement la santé est restée un petit peu le parent pauvre alors même que les inégalités sociales sont extrêmement marquées. Alors, Pascal Breuil, on se tourne vers vous, vous représentez l'INSEE ici. Quels sont les chiffres clés qu'il faut avoir en tête pour poursuivre ce débat? Alors, il y a l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Vous la mesurez aussi, vous, à l'INSEE? Alors non, ce n'est pas l'INSEE qui la mesure. Donc d'abord, pour donner des chiffres, l'espérance de vie d'un homme, c'est 78 ans. L'espérance de vie d'une femme, c'est 85 ans. Donc les femmes sont parmi les européennes qui vivent le plus longtemps. Les hommes plutôt en milieu de peloton. Donc les hommes ont actuellement l'espérance de vie que les femmes avaient il y a 30 ans. Donc voilà pour la vie. Pour l'espérance de vie en bonne santé, là, je crois qu'une des raisons qui peut expliquer aussi qu'on en parle moins, c'est qu'il y a plusieurs manières de la définir. Donc en fait, on l'étudie dans des enquêtes, on demande aux personnes d'une part, est-ce que vous estimez être en bonne santé, ou d'autre part, est-ce que vous avez des maladies? Et les réponses ne sont pas forcément concordantes. Donc si je voulais simplifier, je dirais qu'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse plus à l'espérance de vie qu'à l'espérance de vie en bonne santé, c'est qu'il est plus facile de définir si quelqu'un est mort ou pas que quel est son état de santé. Est-ce que néanmoins on peut donner des âges? On a envie de savoir l'espérance de vie en bonne santé. Qui peut donner la moyenne pour l'homme et pour la femme? Alors je peux éventuellement vous donner quelques chiffres qui sont tirés des travaux de l'INED et en particulier d'Emmanuel Cambois. L'espérance de vie à 50 ans en bonne santé pour les hommes qualifiés est de 23 ans et pour les hommes non qualifiés est de 14 ans. Donc c'est ce qu'ils ont appelé la double peine, donc une sorte de cumul d'inégalités, à la fois au niveau de nombre d'années espérées de vie, mais pondéré de la qualité de vie associée. Alors pourquoi vous ne faites pas carrément l'addition 50 ans plus 23 Est-ce qu'on peut donner un âge, Non, on ne peut pas additionner, parce que l'espérance de vie, on la calcule à la naissance. Oui. Et puis quand on a 50 ans, c'est qu'on n'est déjà pas mort avant. Donc on peut ajouter... Oui, enfin, à 50 ans, on a en moyenne la probabilité de vivre en bonne santé jusqu'à... alors 73 ans, enfin c'est très différencié par catégorie sociale, comme disait Thomas Barnier. C'est à partir de 73 ans que ça commence à se détraquer. Ben, c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité on peut avoir des pathologies et des incapacités avant, et on calcule une moyenne. Alors ce qui est important, c'est de noter, et vous l'avez déjà dit, Monsieur Volkov, que l'espérance de vie en bonne santé progresse au même rythme, peut-être que l'espérance de vie tout court. En gros, oui, hein, dans l'ensemble de l'Europe, je crois que c'est... Enfin, je contrôle mes collègues. Ça dépend un petit peu de la manière, encore une fois, dont on la mesure. Donc si je peux donner un chiffre global, sur l'ensemble de la vie, on estime l'espérance de vie en bonne santé à 63 ans à peu près. Donc à peu près la même chose pour les hommes et les femmes. Donc vous voyez que les femmes vivent plus longtemps. Mais 73 ans. 63 ans à peu près pour les hommes. Donc il y a une petite différence à la naissance. Voilà, donc parce qu'il y a plusieurs manières effectivement de mesurer, comme je le disais tout à l'heure. Définir la santé est quelque chose de difficile. Donc quand on regarde au niveau européen, par exemple, comment augmente l'espérance de vie à 65 ans, une étude récente justement réalisée par l'INED et l'INSERM a montré que elle progresse à 65 ans, mais que le temps passé avec des maladies augmente encore plus. Mais d'un autre côté, que le temps passé en mauvaise santé, selon la perception que les gens ont de leur santé, régresse plus tôt. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maladies, être hypertendu, être suivi pour diabète, et pour autant estimer mener une vie tout à fait normale. Avec une maladie chronique, c'est cela. Exactement. Juste une remarque pour dire que les auteurs de ces études précisent bien que les maladies sont détectées de plus en plus tôt. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui se savent malades et qui donc dans les enquêtes répondent qu'elles le sont. Et donc elles sont comptées comme non en bonne santé, mais c'est simplement qu'elles le savent. Alors que peut-être il y a un certain nombre d'années, elles ne le savaient simplement pas. Elles le savent, mais elles peuvent continuer à vivre, parfois presque normalement. C'est ce que vous nous dites. Donc, mais alors demain, oui. Simplement en complément, je pense que c'est important de dire aussi que les inégalités sociales de santé sont en France les plus importantes en Europe, avec la Finlande, et qu'elles tendent à s'accroître. Donc ça, c'est un élément qui me semble... Comment l'explique-t-on ? Alors comment l'explique-t-on? Je me tourne vers Serge Volkov sur les aspects de travail, mais il y a tout un tas de facteurs explicatifs. Après, le travail, c'est pas forcément le travail. C'est pas uniquement les conditions de travail. Les comportements à risque. Qui poussent la santé à se dégrader. On va en parler, mais quelles sont les raisons? Les comportements à risque, l'accès aux soins. Les comportements à risque, l'accès aux soins peuvent être des déterminants des inégalités sociales de santé. Le travail, bien sûr aussi, qui peut avoir un caractère pathogène si on a des expositions un petit peu longues à des pénibilités difficiles. Bien sûr, M. Volkov.
Le travail explique une partie des écarts sociaux d'espérance de vie. Si on parle de la mortalité, les aspects du travail qui jouent le plus sur ça, c'est le travail de nuit longtemps, parce que ça fragilise l'appareil cardiovasculaire, et bien sûr les produits cancérigènes, parce que ça développe un risque de cancer et que voilà, ça raccourcit l'espérance de vie. Maintenant, quant à l'espérance de vie au grand âge, la bonne santé au grand âge, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, comme la pénibilité physique du travail tout au long de la vie, parce que ça nuit aux articulations. On devient une personne âgée qui a mal aux genoux, aux lombaires, aux épaules, et donc on vit moins bien sa vieillesse, et donc l'espérance de vie en bonne santé en subit les conséquences. Et si demain, dans quelques années ou quelques décennies, on va voir quelle sera la réforme qui sortira de la négociation, si demain les Français doivent travailler jusqu'à 70 ans, à quoi va ressembler la société ? Ça dépend de la vie de travail qu'on aménage beaucoup. Alors d'abord, 70 ans, je ne sais pas qui le propose ou le pronostique, mais... si on considère qu'on allonge la durée de cotisation à 44 ans et demi, par exemple, les jeunes entrant sur le marché du travail de plus en plus tard, eh bien, ils seront à la retraite à cet âge-là. Bon, alors, il s'est dit beaucoup de choses, mais en moyenne, aujourd'hui, l'âge d'entrée dans la vie professionnelle est autour de 21-22 ans, et il est stable depuis une dizaine d'années. Il a beaucoup augmenté avant, mais là, il est à peu près stable. D'autre part, les scénarios des 44 ans ont été effectivement proposés plutôt dans des hypothèses hautes. Voilà. Mais votre question reste importante, c'est-à-dire que comment ça va se passer si on allonge? Ça va beaucoup dépendre des conditions de travail, et il faut retenir que seulement un tiers des personnes qui partent à la retraite sont au travail au moment où ils partent à la retraite aujourd'hui. Les autres sont au chômage, en invalidité, etc. Donc par conséquent, la question des conditions de travail, elle importe doublement. Bien sûr. Quelle sera la vie de travail pour ceux qui sont encore au travail? Et puis, est-ce que la vie de travail va tolérer que les gens restent? C'est-à-dire qu'on parle du défi, bien sûr, du financement des retraites pour demain, mais il y a un défi pour les entreprises, c'est d'adapter les postes de travail, finalement, au vieillissement des employés. C'est ça. Est-ce que est-ce que les entreprises ont conscience de cela, selon vous, aujourd'hui? Est-ce que les efforts sont suffisants pour adapter les postes de travail? J'ai vu qu'on parlait désormais de la fatigabilité des seniors. Donc ils s'en soucient de plus en plus, certainement. Il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Thomas Barnet. Ce qui est sûr, c'est que l'investissement dans la santé au travail n'est pas encore une priorité, alors même qu'elle permettrait aux individus sans doute de rester plus longtemps en emploi, puisqu'on sait que la santé dégradée va avoir un impact sur la sortie prématurée du marché du travail, avec donc des conséquences sur l'équilibre de l'assurance vieillesse. Donc l'investissement dans la santé au travail, en entreprise, en milieu professionnel et de manière assez précoce, pas simplement au-delà de 50 ans, constitue un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu véritablement économique au regard de l'avenir de l'assurance vieillesse. Alors justement, est-ce que selon vous, il faut maintenir coûte que coûte au travail les seniors? Il faut encore actuellement, ils n'y sont qu'en partie. Je redis ce que je disais, c'est-à-dire que le taux d'emploi des 55-64 ans en France, il est autour de 40%. Donc une bonne partie d'entre eux déjà n'y sont pas. Donc pour les maintenir, il faudrait surtout éventuellement déjà embaucher ceux qui souhaitent revenir au travail. C'est-à-dire que le taux de chômage après 50 ans est vraiment très élevé. Pascal Breuil. Non, je voulais juste ajouter aussi qu'on ne parle pas des décès avant d'arriver à l'âge de la retraite. Donc actuellement, 12% des hommes et 6% des femmes décèdent avant 60 ans. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est aussi lié aux aspects conditions de travail. J'aimerais vous soumettre la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon, qui est hostile à toute réforme du travail, alors dans le sens, en tous les cas, d'un allongement de la durée de cotisation. Il dit, mais ils n'ont pas compris, ces imbéciles, il a dit une chose comme ça, si on vit plus vieux, c'est qu'on travaille moins. Alors Est-ce que vous êtes prêt à contester ou à aller dans le sens de cette affirmation de Jean-Luc Mélenchon? Je ne serais d'accord avec cette proposition qu'effectivement on a beaucoup entendue, que si on la restreint, mais ça fait quand même beaucoup de personnes, au travail pénible, usant. Pour le reste, quand il dit on travaille moins, on chôme, on est invalide aux alentours de l'âge de la retraite, et ceci c'est un tout autre problème. Que pensez-vous des retraités qui aujourd'hui, on les entend, disent parfois on a repris le travail, pas seulement parce que nos pensions sont très faibles, mais pour rester dans le coup, et même pour rester en forme? Donc effectivement, on l'entend, et ça me donne l'occasion aussi d'insister sur un autre point, c'est la grande diversité des situations. Donc on parlait des écarts tout à l'heure par catégorie sociale, la différence d'espérance de vie entre un homme cadre et un homme ouvrier, c'est 6 ans.
Et encore, ce sont là aussi des moyennes. Si vous regardez parmi les ouvriers, selon l'exposition que l'on a sur les conditions de travail, on a encore des écarts très forts. Donc je crois qu'effectivement, il y a des personnes qui cherchent à travailler, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons pour conserver la bonne santé, mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Bien sûr. Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer le rapport entre le bénéfice et le coût des personnes âgées au travail, entre évidemment le gain pour la société de voir des gens qui travaillent plus longtemps, mais également en contrepartie le coût des pathologies et des arrêts maladie qui sans doute se multiplieront à l'infini à l'avenir? Alors, elles se multiplieront à l'infini ou pas, mais c'est exact qu'actuellement, c'est un peu la tendance. Il y a une hausse des inaptitudes, des restrictions d'aptitude, des arrêts maladie éventuellement longs, de l'invalidité, du chômage quand même s'il y a en même temps une élévation du taux d'emploi des seniors. Autrement dit, tout ce mouvement-là a forcément des conséquences un peu compliquées, un peu difficiles à chiffrer globalement. Thomas Barnet. Sur les arrêts maladie, on a pas mal de travaux économiques sur ce point-là. L'évolution est très erratique et finalement c'est compliqué de comprendre ce qui explique les arrêts maladie. Parce que quand on a des situations de chômage assez fortes, les individus qui ont un travail assez précaire, au contraire, ne vont pas s'arrêter parce qu'ils vont avoir peur de perdre leur emploi. Donc on peut avoir ce type de phénomène aussi qui vient brouiller un petit peu la cartographie, la compréhension de ce phénomène d'arrêt maladie. Mais c'est sûr que c'est un élément absolument crucial de compréhension pour les personnes de plus de 50 ans qui, pour certaines, sont épuisées au travail et sont arrêtées pour... Vous avez vu comme moi, tous les magazines publient les dossiers, les enquêtes régulièrement, comment préparer sa retraite, mais ça amène toujours à des interrogations sur le montant de sa pension, donc c'est toujours sous l'angle financier. Est-ce qu'il faut alerter également les Français, préparer votre retraite sous l'angle de la santé? Alors je voudrais dire une chose que l'on sait peu, c'est qu'il y a des résultats de plus en plus probants sur le fait que plus ça va un peu de soi en même temps, plus la fin de la vie professionnelle est réussie et mieux la retraite se passe. Sur son contenu, c'est-à-dire si on a une vie de travail dans les dernières années qui est pas trop usante, avec des horaires qui conviennent bien, qui permettent d'aménager correctement la compatibilité entre sa vie de famille, par exemple, et sa vie professionnelle. Si on a une fin de carrière réussie aussi. Oui, une fin de carrière réussie, une certaine dynamique, continuer à apprendre, continuer à avoir une vie de travail un peu riche. Alors, il y a des résultats très 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 forts sur le fait que la qualité de vie et la santé à la retraite sont considérablement améliorées. Et l'inverse, malheureusement, est vrai. C'est-à-dire que plus on termine en étant longuement au chômage, voire aux minima sociaux, comme ça commence à se produire, ou en invalidité, tout ce qu'expliquait Thomas Barnet à l'instant, ou avec des problèmes de santé lourds, plus évidemment, après la retraite, ça continue. Et est-ce que le passage brutal de l'activité professionnelle, vous vouliez en parler peut-être, à la retraite peut être nocif et dangereux pour la santé? À l'évidence, quand on regarde la multitude de rapports sur le sujet et qu'on pense au rapport TADI, par exemple, la retraite choisie et progressive, on a des travaux, alors pas en France, mais en tout cas on a des travaux à l'international qui montrent qu'une césure forte va avoir un impact très important sur la santé, donc un âge couperet de 60 ans, un impact fort sur la santé, même si par ailleurs ça peut vous dégager de situations de pénibilité ressentie, de stress au travail qui sont aussi importantes. Pour aller donc dans le même sens que Serge Volkoff, une retraite plus progressive et donc la mise en place de cumul emploi-retraite plus systématique pourrait peut-être permettre, si effectivement la fin de carrière est réussie, d'aller plus progressivement vers une situation de retraite définitive. Voilà, donc plutôt un passage progressif pour préserver sa santé et la conserver à l'âge de la retraite, c'est cela. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés ce soir sur ce sujet. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Génération République. Bonsoir à tous. En Égypte, le printemps arabe a rassemblé musulmans et chrétiens coptes unis face à l'oppression du pouvoir. Mais face à la montée de l'islam politique, quelle est la place de ces chrétiens aujourd'hui? La seule chose que nous voulons, c'est simplement la démocratie. Depuis le début de la révolution populaire jusqu'à l'élection de leur nouveau pape, itinéraire d'une minorité qui se bat pour le maintien de ses droits. Nous sommes ici pour tendre l'autre joue après avoir été frappés. Le printemps noir des chrétiens d'Égypte, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes.
Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.